Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'est-on pas aux autres. C'est une parole de Confucius. Ceci est la somme du devoir. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Tiré du Mahabharata, les textes hindous. Évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire. Thalès, philosophe grec. Regarde le gain de ton voisin comme ton propre gain et la perte de ton voisin comme ta propre perte. Taoïsme. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez vous-même envers eux. Jésus de Nazareth. Ces paroles, chers amis, constituent ce qu'on appelle la règle d'or, un fondement pour des relations constructives, positives, apaisées entre les humains et avec l'environnement. Ce sont ces paroles, le sens de ces paroles qui nous unissent tous ce matin, qui que nous soyons, que nous croyions au ciel ou que nous n'y croyons pas, comme dit le poète Aragon. Il y a une tâche très importante qui s'adresse à tout homme et à toute femme, donc à nous, c'est celle de devenir toujours plus humains, de nous humaniser, de nous rendre fraternels, de mettre de l'amour, du pardon, du partage, du respect, de la solidarité envers tous et envers tout. Et face au futur qui se dessine, qui n'est pas rassurant, cette tâche, c'est la nôtre, et c'est celle qui nous réunit ce matin pour y penser, pour y voir plus clair. Et nous avons la chance de le faire ce matin avec un homme qui n'a pas attendu les feux de la rampe, et quel feu, pour s'engager au service d'une certaine vision du monde, soucieuse de justice, de partage et de paix. Nous le connaissons tous, nous sommes vraiment heureux qu'il ait accepté de passer avec nous un moment en ce lieu. Merci, Jacques, d'être avec nous. Voilà. Bonjour Virgile. Bonjour Jacques. Quelle joie de t'accueillir dans ce lieu. Pas évident pour un homme comme toi qui, quand il était petit, avait un double modèle, je te cite. Pour faire simple, presque trop simple, 2 solutions s'offraient à moi. La première était de prier avec ma mère protestante. La seconde, de me tourner vers les explications logiques de mon père athée. Plus le temps passa, plus la seconde option me parut séduisante. Et c'est à ce titre-là que je me suis permis d'inviter. Il faut dire que notre relation ne date pas d'hier, puisque à l'aumônerie de l'université et de l'IPFL, nous faisions des débats. Souvent des débats interreligieux. On avait quelques sortes de chrétiens, quelques sortes de musulmans, d'hindous, de juifs, mais il nous manquait toujours un représentant d'une quantité énorme de gens, et surtout à l'université ou dans le monde scientifique, un représentant qui considère que la vie, elle est là et qu'on fait avec comme elle est, on essaye de faire sa part. Et Jacques Dubochet tenait évidemment fort bien ce rôle qui faisait que notre dialogue devenait interconvictionnel. Et c'est ça qui me semble ce que nous allons essayer de vivre maintenant. Deuxième petit témoignage. La première fois qu'on s'est vu, il m'a dit, on pourrait se dire, ça va, ouais, ce serait un peu banal. Non, il faut se dire, quelles sont tes valeurs? Je me rappelle, tu as mis un index, quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est important? Bon, cher Virgile, je suis ému d'être ici, vous pouvez l'imaginer, c'est un peu bizarre. Mais oui, bon, j'ai donc beaucoup travaillé dans des problèmes de sciences et société, etc. Et j'ai été frappé de voir que quand on pose à quelqu'un la question, mais quelles sont tes valeurs fondamentales? Hein, je vous la pose. Eh bien, vous savez, c'est rarissime que quelqu'un puisse répondre du tac au tac, 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 tac. La plupart, la réponse standard, c'est « Tu poses des drôles de questions, toi. »
Mais c'est honteux, ça ne va pas du tout. Nos valeurs auxquelles on consacre sa vie, hein, que ce soit amasser beaucoup de sous ou devenir très important, qu'importe, mais on y consacre toutes ses forces, puis on n'est même pas capable de les citer. Si on était capable de les citer, si on les avait en tête, là, je vous propose de bien y réfléchir. Voilà. Mais alors maintenant, on arrive à quelles sont ces valeurs. Pendant longtemps... Ben oui. Ah oui, je peux continuer? Oui. Pendant longtemps, un petit peu par simplification. Liberté, égalité, fraternité, c'est vieux, mais c'est pas mal. Et puis, en vieux 68 arts, on s'aperçoit, il y a un petit peu un dérapage. On oublie fraternité. Hein, liberté est très en avant. Puis alors j'ai inversé l'ordre. Fraternité, égalité, liberté. Et puis de plus en plus, je vais en direction de responsabilité. Puis je peux vous assurer que quand tout à coup on reçoit un prix Nobel, ben on est obligé de se bouger. Parce que quand on a une voie qui vous mène même ici, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Je ne vais pas vous parler d'eau froide. Voilà. Dans ton livre qui s'appelle Parcours, que vous pourrez vous procurer dans les bonnes librairies, il y a une citation qui va nous permettre d'entrer un peu dans le détail de cette question des valeurs et de cette question de l'égoïsme, de l'altruisme. Cette citation, c'est la suivante. Entre l'égoïsme darwinien et l'altruisme humain, la raison dit de s'engager pour le second. Peux-tu nous développer ça et nous montrer tout ce qui se joue autour de l'altérité, l'égoïsme? Ça, c'est difficile. L'égoïsme darwinien, vous savez, la lutte pour la vie, par défaut, quand on se trouve dans une situation quelconque, devant un problème, par défaut, on cherche mon intérêt. Et puis, on réfléchit, puis on se dit, ah non, attends, tu fais mieux de considérer plus loin. Mais la première réaction, c'est pour moi. Mais Robinson Crusoe sur son île, tout seul, c'est une histoire. Nous vivons en société, on ne peut pas vivre sans l'autre. Et donc, il faut faire avec. Et on s'aperçoit que non, on arrive à des solutions bien meilleures si on tient compte de l'autre. Et je pense que, au fait, ça, c'est mes idées de biologiste je pense que quand l'homme, l'être humain, là, qui passait de l'ancêtre commun avec le singe, est devenu intelligent, il s'est trouvé dans une grande nouvelle situation. Tout son système social s'effondrait parce qu'il était capable de trouver des nouvelles solutions qui faisaient exploser le système précédent. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Évidemment, la solution qui sautait aux yeux à ce moment-là, c'était la solution égoïste. Et vous voyez, quand en Amérique de l'Est, toutes ces communautés qui avaient formé le départ des États-Unis, quand, à un moment donné, ces communautés se sont trouvées bien installées, certains ont voulu changer. Et ils sont partis à l'ouest. Et ils ont formé quoi? Le Wild West. Et aujourd'hui, on fait le Wild World. Hein, parce que toutes les possibilités sont ouvertes. Mais la nature a mis en nous une propriété étonnante. J'appelle ça l'attrait de la transcendance. On aime plus grand que soi. C'est bizarre, c'est pas trivial, et c'est unique à l'homme, autant qu'on sache, en tout cas dans cette proportion. Et cette capacité à penser plus grand que soi. Ces gamins qui partent avec le WWF ou avec Médecins sans frontières dans des endroits invraisemblables, pourquoi font-ils ça? Pourquoi vont-ils risquer leur vie pour des baleines? C'est bizarre, c'est formidable, c'est notre chance. Bon, voilà, tu vas plus vite que la musique pour moi, Ah, alors je vais revenir un petit peu en arrière
et te demander d'expliquer un petit peu en quoi, quelquefois, l'égoïsme est altruiste et quelquefois l'altruisme est égoïste. Ouf. C'est écrit dans ton livre. Quelquefois, l'égoïsme est altruiste. Derrière ça, il y a la question de différer l'objet du désir. Il y a Freud, il y a le fait que quand on attend un moment, quelquefois, c'est une évidence. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, ça c'est les bases de l'éducation. Enseigner à l'enfant de ne pas manger tout de suite sa caramel, mais d'attendre demain matin. Après, puis maintenant qu'il s'est lavé les dents, il ne faut pas qu'il mange sa caramel. Voilà, on attendra demain matin. Et se donner le temps de voir plus grand, donner le temps d'entrer dans un monde plus large. C'est la sortie. Pour nous sauver, il faut sortir de l'égoïsme. Voilà, c'est tout. Et ça devient important. Écoutez, est-ce que j'ose placer ça maintenant? Bien sûr. Voyez-vous, on m'a donné ça. Loué soit-il. C'est l'encyclique du pape François sur l'écologie. C'est très fort. Je vous lis quelques passages. C'est tout au début, ça s'appelle Mon appel, c'est le 13e paragraphe ici, et puis le 14e. Oui, non, mais je voulais dire quelque chose de très important. Actuellement, dans la situation que nous avons avec le climat, cette catastrophe climatique qui est au-devant de nous, il y a une position qui m'inquiète beaucoup. On voit ces vieux qui se disent « Moi, dans 10 ans, si je suis dehors, je m'en fous. » Et puis, on voit aussi ces jeunes qui se disent « C'est trop dur, on n'arrivera pas. Alors, buvons, fêtons, et puis... » Mais que faire face à ce sentiment de découragement que je vois toucher beaucoup? Alors vous avez une chance, parce que, ici, est très joliment dit, le Créateur ne nous abandonne pas, mais il ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. C'est pas mal ça, c'est une belle solution pour vous. Ceux qui n'ont pas cette certitude-là, où vont-ils la chercher, cet optimisme? Où vont-ils la chercher? Eh bien, je te pose la question. C'est facile. C'est facile. Cet besoin de grandeur, cet amour que j'ai pour mes enfants, pour n'importe qui, mais pour vous, bien sûr, c'est quelque chose de formidable que l'on partage et qui fait qu'on ne peut pas laisser tomber. Et il dit encore, les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l'environnement et aux souffrances des exclus. Je vois des jeunes ici, je vois surtout des gens plutôt pas très jeunes. Eh bien, nous, les pas très jeunes, devons avoir vis-à-vis des tout jeunes une bonne volonté, un engagement. Je pense à ces parents qui voient leurs enfants prendre toutes sortes de mouvements qui, oh, mais dis donc, c'est pas tellement ce que j'aimerais que tu fasses. Mais nous, on doit les voir, ces jeunes, dans une situation difficile, et ils ont à être créatifs, et nous, on doit les supporter, les soutenir. Ce que nous dit Jacques Dubochet dans son livre, il y a un passage, il en a déjà parlé, mais j'aimerais qu'il aille un peu plus loin, qui s'appelle « Transcendance ». Or, on ne peut pas s'attendre à un tel mot dans un livre d'un penseur athée. La transcendance, c'est donc la verticalité, c'est ce qui est différent de l'immanence. Mais, il en a déjà dit un peu moins, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, montrer que ça semble être cette transcendance, c'est-à-dire quelque chose de non religieux, non nommé, mais quelque chose de très fort dans l'évolution humaine. Et tu t'es intéressé, je me rappelle, parce que quand on s'était vu, tu m'avais dit, on va trouver le fameux gène de Dieu, tu disais. Oh, et moi,
Et moi, je l'avais dit de la croyance, peut-être. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais de Dieu, en tout cas pas, puisque c'est un concept qui est construit, qui est culturel. Donc, je te demande en quoi cette espèce de force transcendante qui a passé par la religiosité, par les mythes, par les choses comme ça, et qui maintenant continue sous forme d'émotion transcendantale, en quoi cette émotion transcendantale pourrait-elle être une nouvelle voie royale pour une compréhension renouvelée de l'être humain? C'est génial que tu nous ouvres une porte pareille. Bon, on aurait dû mieux exercer. Hein? On a exercé de manière très, très superficielle juste maintenant. Le sujet est compliqué. Surtout, alors dans le cadre d'un dialogue entre vous, qui êtes là parce que vous êtes des chrétiens affirmés, et moi qui suis tranquillement athée. Et pourtant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une constatation. Descartes qui constate que comment l'homme peut-il avoir cette vision de l'infini? Par définition, l'infini, c'est inaccessible. Eh ben, il faut qu'il y ait Dieu. Quelque part, je le comprends, mais oui, comment, et cette histoire, comment l'être humain a-t-il tendance à chercher des solutions qui le dépassent, qui sortent de son égoïsme? Pas toujours, mais entre le moi et le nous, vous savez, on vit sur deux jambes. L'une, c'est le moi. C'est mon corps, c'est mes sentiments immédiats, etc. L'autre, c'est le nous social, le fait que nous vivons dans une société. Je ne peux pas être Robinson Crusoe, on l'a dit, il n'a pas existé, c'est une histoire. Mais d'autre part, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as commencé en disant ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Mais après, tu as corrigé en citant d'autres, fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Parce que c'est une pensée très positive, très constructive. Ce n'est pas défensif, en tout cas pas dans la pensée chrétienne, dans la pensée, dans la pensée philosophique la plus fréquente. Oui, c'est une pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est formidable, ça. C'est vraiment la négation de mon intérêt d'abord. Alors, bien sûr, même la mère Teresa a bien soigné sa santé. C'est nécessaire. Et il y a cet équilibre entre les deux. Et d'un côté, il faut soigner, il faut survivre, il faut se nourrir, il faut se faire un cadre social dans lequel on soit bien. Et puis de l'autre, il faut soutenir ce cadre social. Et ce besoin de soutenir un cadre immense, et voyez, on est quand même vraiment fort. Quand je vais en vélo là, et j'ai une 4x4 très lourde qui passe à côté, je le déteste, ça c'est sûr. Mais à part ça, je pense dans un cadre invraisemblable. Je pense à cette 4x4 et ce pauvre type qui n'a pas compris que là, dans son véhicule, il fiche en l'air son avenir, et puis le mien. Et cette capacité de penser grand, c'est évidemment. Mon chien était aussi capable de penser un peu en avant. Et quand on jetait le bâton pour aller le chercher, et si le bâton était caché, il ne pouvait pas le voir tout de suite, il explorait, il construisait une stratégie pour aller chercher le bâton. Bon, c'était une petite stratégie, mais nous avons à construire une grande stratégie à cause de la 4x4 qui dépasse là stupidement, et puis à trouver des nouvelles solutions qui devront être terriblement généreuses. Et c'est ce qu'il dit là. Ce sont très fortes ces paroles qui sont là. La première page, déjà dès la première page. Merci, c'est tout à fait ce développement et tu nous permets ainsi, comme on l'a dit au début,
d'où qu'on soit, qu'on croit au ciel ou qu'on n'y croit pas, on est convoqué dans cette tâche qui est devant nous. Et cette tâche, elle est importante, et ça va être avec ça qu'on va conclure. C'est la question du climat, c'est la question de tout cet avenir qui semble sombre. Tu m'as dit que tu étais le seul adulte, entre guillemets, parmi tous ces jeunes gens qui siègent pour organiser ces moments de manifestation pour qu'on arrête de détruire notre planète. Qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Tu nous en as déjà parlé, mais quelle piste est-ce que tu ouvres et qu'est-ce que nous, on peut faire avec vous, avec tous? Oui, c'est vrai. Donc, il y a eu cette femme, cette gamine, Greta Thunberg, qui a fait cette prise de position à Stockholm, mais il y en a d'autres, hein, Juliette Binoche et Aurélien Barraud en France, enfin, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un mouvement étonnant. Et nos jeunes, là, qui manifestent, je crois que vendredi en 8, il y a la prochaine grève du climat de ces jeunes, ils défendent, comme je vous disais, moi, dans 10 ans, je suis dehors. Mais eux, ils défendent leur vie. Parce que quand eux auront mon âge, eh bien, beaucoup de choses auront changé. Pour le bien ou pour le mal. Mais s'ils laissent aller, ce sera pour le mal. Et justement, là, on a l'espoir, il vient des jeunes. Et justement, notre position, me semble-t-il, c'est vite vu, c'est les soutenir même si on ne comprend pas très bien comment ils vont faire, parce que c'est leur métier, c'est leur futur, et comme quelquefois on ne comprend pas très bien comment se développent nos enfants, eh bien, on ne peut que les soutenir. Vous voyez, une des dernières manifestations, certains sont allés dans des grands instituts commerciaux et puis dans des banques, et puis ils ont mis quelques marques et ils n'ont pas été invités à être là. Et maintenant, ce petit groupe est accusé et ils sont condamnés à des peines de prison ou des amendes sévères. Eh bien, c'est faux. Maintenant, hein, on ne punit pas les gamins qui se débrouillent. On les soutient et on devra les soutenir plus loin que simplement notre vie vue étroite de notre bout de nez. Tu finis ton livre par cette citation qui clora notre moment de partage. « J'ai confiance que la jeune génération saura conduire cette tâche, donc la tâche dont on parle. J'ai confiance dans son intelligence, son imagination et dans la force de l'amour qu'elle porte en elle. Puisse cette confiance s'étendre et un avenir se profiler. » Merci Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je vous propose qu'on l'applaudisse. D'accord.